Les rayons X ont été identifiés et découverts par Wilhelm Röntgen en 1895. Röntgen, vous voyez, a vécu de 1845 à 1923. Et cette découverte, en fait, lui a valu le tout premier prix Nobel en 1901. Comme c'était un rayonnement inconnu, en fait, Röntgen l'a appelé le rayonnement X, X comme l'inconnu mathématique. En fait, de nos jours, nous savons que le domaine des rayons X s'étale de quelques kiloélectronvolts jusqu'à quelques centaines de keV. Röntgen a utilisé ce nouveau rayonnement pour faire des photos de différents objets, et après avoir passé en revue différents objets, il a eu l'idée de l'utiliser sur le corps humain. Et sa première victime, ça a été la main de son épouse. Ce n'était pas par sadisme. En fait, à l'époque, on ne connaissait pas du tout le danger inhérent au rayonnement X, mais simplement, j'imagine que ses deux mains à lui étaient occupées, donc il a demandé à son épouse de se prêter au jeu. Donc vous avez ici la toute première photo historique datant de décembre 1895. Donc on reconnaît très bien les os de la main, on voit très faiblement ici les tissus mous, et vous voyez l'alliance de Madame Röntgen. Les progrès vont aller très très vite parce que vous voyez ici, un mois plus tard, de nouveau une photo en rayon X d'une main faite par un professeur suisse. Donc un mois de différence, et vous voyez qu'ici, on arrive à une radio qui a pratiquement la qualité des radios que l'on fait actuellement. Alors comment produit-on ce rayonnement X? Eh bien, le grand standard, c'est d'utiliser un tube de Coolidge. En quoi consiste ce tube? Nous avons besoin d'abord de l'émission d'électrons. Donc, ça, vous commencez à le savoir. Ce qu'on fait, c'est prendre un filament que l'on va chauffer. Donc, on va mettre une différence de potentiel. Donc, le filament est parcouru par un courant, ce qui va émettre des électrons. Mais des électrons qui ont une énergie cinétique ici qui est pratiquement nulle. En face de ce filament, on va mettre une anode que l'on appelle aussi l'anticathode. Et cette anode sera faite avec un matériau réfractaire, donc qui supporte des très hautes températures. Donc typiquement, ce qu'on utilise, c'est du tungstène, du tantal ou encore du molybdène, qui sont capables de résister à des températures de 2500 ou même 3000 degrés. Et entre les deux, on va mettre une différence de potentiel. Donc je vais mettre un potentiel d'accélération entre le filament et l'anode. Donc, à cause de ce potentiel d'accélération, les électrons vont commencer à gagner de l'énergie cinétique et vont venir percuter ici cette anode. Et à l'intérieur de l'anode, ce que ça va produire, ce sont des rayons X. Donc nous allons avoir des rayons X qui vont partir un petit peu dans toutes les directions, mais on va prendre nous autres les rayons X qui partent dans cette direction-là. Donc voilà le rayonnement X à une certaine longueur d'onde. Ce que je peux dire ici tout de suite, avant de quitter ce dessin, c'est que l'énergie cinétique des électrons quand ils percutent l'anode, c'est un calcul que nous avons déjà fait plusieurs fois, ce sera égal à E multiplié par U. Bien, si je regarde maintenant le spectre en énergie des rayons X, donc je vais mettre ici en abscisse la longueur d'onde et en ordonnée l'intensité que j'obtiens, l'intensité de rayons X, en fonction de la longueur d'onde. Si je fais cette expérience avec, par exemple, ici un potentiel, disons, de 5000 volts, j'obtiens un spectre comme celui-ci. Ça, ce serait pour 5000 volts.
Je prends maintenant une tension de 10 000 volts, j'observe un spectre qui se décale. Vous voyez qu'il s'étend vers des longueurs d'onde plus petites et l'intensité devient plus importante. Ça, ce serait par exemple à 10 000 volts. Si j'augmente encore, imaginons que je travaille à 30 000 volts, eh bien, j'obtiens un spectre qui est encore plus intense, qui se décale encore vers la gauche. Mais, surprise, je vois apparaître maintenant sur ce spectre continu, je vois des pics qui apparaissent. Et ce sera toujours le cas si je continue à augmenter ici le potentiel. Bien, je vais noter, vous voyez que pour chaque valeur de la tension que j'ai choisie, il y a une longueur d'onde minimum. Donc nous allons après essayer de calculer ce que vaut cette longueur d'onde minimum. Bien, vous voyez qu'en fait on a deux choses à expliquer. C'est d'une part la structure continue, comment obtient-on ce spectre continu, et d'autre part à quoi sont dus ici ces raies, ces pics qui ont une énergie ou une longueur d'onde bien précise. Donc nous allons d'abord nous intéresser au spectre continu. Donc je vous rappelle que l'énergie cinétique des électrons qui percutent l'anode est égale à E fois U. Alors que peut-il se produire? La première chose qu'il peut arriver, c'est que l'électron, en fait, rentre dans l'anode. Comme je vous l'ai déjà dit, une particule chargée qui rentre dans la matière sera freinée tout le long de son parcours simplement par interaction avec tous les autres électrons que l'électron rencontre sur son chemin. Donc, l'électron ici va freiner et puis il est possible simplement que quelque part ici, il s'arrête. Donc, ça veut dire en fait que toute son énergie cinétique aura été transformée tôt ou tard en chaleur. Ce qui veut dire en fait que ceci va faire chauffer, même assez fort, l'anode. C'est la raison pour laquelle on doit absolument utiliser un matériau réfractaire, et même si ce matériau résiste bien à la température, malgré tout cette anode doit être refroidie. Donc en général, on a un circuit d'eau qui vient refroidir l'anode en permanence. Il faut savoir en fait que dans plus de 99% des cas, c'est ce qui se produit pour les électrons donc, qui rentrent dans l'anode. Donc vous voyez que l'efficacité pour produire des rayons X est très très faible, moins de 1%. Donc la deuxième chose maintenant qui peut se produire, je ne vais pas redessiner toute l'anode, mais je prends un électron et imaginez que cet électron passe à proximité d'un noyau. Donc quelque part ici dans l'anode, l'électron passe à côté du noyau, le noyau est chargé et donc j'ai une force d'attraction coulombienne entre l'électron et le noyau, et à cause de ceci, l'électron peut être dévié. Or, l'électromagnétisme classique montre qu'une particule chargée qui est déviée va commencer à émettre du rayonnement. Ce rayonnement, donc j'ai ici un photon à la sortie, c'est ce qu'on appelle le Bremsstrahlung. Donc c'est son nom allemand d'origine. En français, c'est ce qu'on appelle le rayonnement de freinage. C'est la traduction littérale de Bremsstrahlung. Et ceci en fait explique à la perfection tout le spectre continu. Alors à quoi est dû ce lambda minimum? Eh bien prenons le cas extrême du Bremsstrahlung. À l'extrême, en fait, ce qui peut se passer, c'est que vous avez ici l'électron qui arrive, avec son énergie cinétique est égale à E fois U. Vous êtes toujours à proximité d'un noyau. L'électron s'arrête brutalement et il donne toute son énergie cinétique
à un rayonnement de freinage. Donc vous avez ici H nu et forcément, ceci sera le H nu maximum, parce que dans les autres cas, l'électron avait encore de l'énergie cinétique, donc il n'avait donné qu'une partie de son énergie cinétique au photon, tandis qu'ici, tout a été donné au photon. Donc ceci est égal à E fois U, l'énergie cinétique qu'avait l'électron. Et le H nu maximum, je peux encore l'écrire autrement, c'est Hc sur lambda, et donc cette fois-ci, il s'agit bien du lambda minimum. Donc vous voyez que lambda minimum est égal à Hc sur E fois U. Hc sur E, on peut le calculer une fois pour toutes, c'est 1240 nanomètres divisé par U, U étant exprimé en volts. Donc vous voyez que lambda minimum varie en 1 sur U, et c'est exactement ce que l'on observe. Vous voyez qu'au fur et à mesure que U, la tension augmente, le lambda minimum devient de plus en plus petit. Bien, donc ici nous avons compris la structure continue des rayons X. C'est du rayonnement de Bremsstrahlung. Maintenant, il nous reste à expliquer les pics, donc ce qu'on observe, les rayons X qui ont une énergie bien précise. Pour cela, en fait, on va prendre une image un petit peu comme celle de l'atome de Bohr, sauf que cette fois-ci, on ne va pas travailler avec un atome hydrogénoïde, on va prendre un atome complet. Donc, nous allons expliquer ici le spectre discret. Ce que j'ai au centre de cet atome, c'est bien sûr le noyau. Autour du noyau, nous avons la couche n est égale à 1. On sait que sur la couche n est égale à 1, on peut disposer de 2 électrons. Je ne l'ai pas vu avec vous, mais vous avez vu ça dans le cours de chimie. On sait que sur la couche n égale à 1, on peut avoir 2 électrons et pas plus. Ensuite, nous avons donc ça c'est la couche n égale à 1, que l'on appelle aussi la couche K. Ensuite, vous avez la deuxième couche, n est égale à 2, qui est encore appelée la couche L, sur laquelle on peut mettre 8 électrons. Bon, je ne vais pas tous les dessiner, vous savez qu'on peut en mettre 8. Ensuite, nous aurons la couche n est égale à 3, qui est encore appelée la couche M. Et puis vous continuez le petit jeu, vous allez avoir la couche N, qui est la couche n est égale à 4. Alors, que se produit-il quand un électron arrive maintenant dans cet atome? Je peux très bien avoir l'électron qui vient percuter ici, enfin il rentre en collision ou en interaction si vous voulez, pour employer un terme plus correct. Il rentre en interaction violente avec l'électron et il arrive à arracher l'électron. Donc ce qui veut dire que maintenant j'ai 2 électrons qui sortent. Donc l'électron incident qui a donné une partie de son énergie, mais vous avez arraché cet électron-là. Ce qui fait que maintenant, vous avez ici une vacance, donc une place libre dans la couche K. Comme on sait que la nature aime toujours avoir l'énergie la plus basse possible, eh bien vous aurez très très rapidement un électron extérieur, soit donc venant de la couche L, ou de la couche M, ou de la couche N, et qui va venir ici occuper cette place vacante. Donc imaginons que la transition se fasse de la couche 2 vers la couche 1. Il faut se débarrasser du trop-plein d'énergie. En effet, l'électron a une énergie plus importante quand il est sur la couche L que dans la couche K. Eh bien, le trop-plein d'énergie va être envoyé comme photon, exactement comme nous avions dans l'atome de Bohr. Et donc, l'énergie de ce photon sera
de nouveau l'énergie de la couche initiale, disons la couche N, et ici vous avez la couche, enfin l'énergie de la couche finale, hein, que j'appelle M pour être tout à fait général. Et c'est en fait ceci qui donnera le spectre discret. Je vous montre tout de suite ceci sur un dessin assez symbolique. Vous avez ici un spectre qui a été obtenu, hein, avec une anode en molybdène, si on la bombarde avec des électrons de 35 keV. Et ici, vous avez un schéma, attention, c'est tout à fait symbolique, hein, parce que si vous regardez l'échelle ici, on ne respecte pas du tout, hein, les valeurs. Ici, je suis à 20 000, là à 400, et là, je ne suis qu'à 40. Peu importe, c'est symbolique. Donc, vous avez ici les électrons de la couche n est égal à 1, de la couche n égale à 2, et ainsi de suite. Si maintenant, vous avez créé une vacance dans la couche K, et que l'électron qui va venir prendre la place vacante vient de la couche L, eh bien le rayonnement correspondant, c'est ce qu'on appelle le rayonnement K-alpha. Si au contraire l'électron qui vient remplir la place vacante vient de la couche M, ça va donner lieu à un photon que l'on appelle K-bêta. K-bêta sera bien sûr plus énergétique que K-alpha, donc sa longueur d'onde doit être plus petite. C'est bien ça que vous observez ici. K-bêta est à une longueur plus petite que K-alpha. Et puis vous continuez le petit jeu. Vous aurez K-gamma, K-delta. De la même manière, si la vacance a été créée, donc si l'électron qui a été arraché par l'électron incident se trouvait sous la couche n égale à 2, la place vide peut être occupée par un électron qui était initialement dans la couche n égale à 3, n égale à 4, 5, 6, et ainsi de suite. Et donc le rayonnement correspondant, ce sera un rayon X L alpha, L bêta, L gamma. Si de nouveau l'électron a été arraché dans la couche n égale à 3, ça donnera lieu à des photons M alpha, M bêta, et ainsi de suite. En fait, on doit à Henry Moseley d'avoir étudié très finement justement l'énergie de ces photons, surtout les K-alpha. Et Moseley a trouvé une belle petite loi qui dit que l'énergie de ces photons K-alpha est donnée par 10,2 électronvolts multiplié par Z-1 au carré. C'est une loi qui a eu énormément d'importance en physique parce que on est ici juste avant la Première Guerre mondiale. Souvenez-vous, entre-temps, on a eu l'expérience de Rutherford qui utilise le Z du noyau, le noyau qu'il vient de postuler, et juste pratiquement en même temps, ou juste après, Niels Bohr utilise aussi le Z. Mais beaucoup de physiciens de l'époque ne croyaient pas trop finalement au modèle de Bohr ni aux expériences de Rutherford. Donc jusque-là, qu'est-ce que c'était que le Z d'un élément chimique? C'était simplement un numéro d'ordre qui avait été créé par Mendeleïev. Donc Mendeleïev avait rangé les éléments par ordre de masse croissante, donc le premier, le plus léger, c'était l'hydrogène. Eh bien, l'hydrogène avait reçu le numéro 1. Le suivant, c'était l'hélium. Eh bien, l'hélium avait reçu le numéro 2. Le lithium, le numéro 3, et ainsi de suite. Mais il n'y avait pas d'autre justification. Tandis que, justement, avec cette loi de Moseley, parce que Moseley s'est amusé à étudier le rayonnement X émis par tous les éléments chimiques qui lui tombaient sous la main, eh bien ici, finalement, il montrait effectivement qu'il fallait prendre l'interprétation de Rutherford et de Bohr au sérieux. C'était vraiment le nombre de charges positives du noyau. Moseley était un personnage vraiment fabuleux. En fait, il a vécu de 1887 à 1915.
C'était un jeune physicien très très talentueux, complètement passionné par son travail, à un point en fait qu'il avait apporté son matelas dans son laboratoire et il faisait des expériences vraiment jusqu'à épuisement. Quand il était épuisé, il se jetait sur son matelas, hein, il récupérait quelques heures et puis il se levait, hop, il se remettait au travail tout de suite. Hein, il aurait eu certainement un destin absolument fabuleux, mais regardez quand il est mort. 1915. Non seulement c'était un grand physicien, mais en plus il était patriote et donc il a cru que c'était de son devoir de rejoindre l'armée et il était envoyé en Turquie et il a participé à la bataille des Dardanelles, qui a été une véritable boucherie et donc il est resté là-bas. Pour l'anecdote, d'ailleurs, il faut savoir que ça a choqué tellement les physiciens de l'époque, et notamment Rutherford, que Rutherford s'est battu des années durant pour faire adopter une loi par l'Angleterre qui interdit dorénavant d'envoyer les scientifiques de haut niveau à la guerre, même s'ils sont volontaires, comme l'était Henry Moseley. Bien. Ça, c'est pour la physique. Maintenant, regardons tout de suite quelles sont les applications médicales des rayons X. Une petite propriété, mais qui est très importante, c'est que les rayons X sont des photons. Donc, imaginez un photon qui arrive, donc je suis ici dans l'air et je vais rentrer dans le corps humain. Ça veut dire que ce photon, évidemment, va être réfracté. Et donc, il pourrait, normalement, s'il agissait comme la lumière visible, il pourrait changer de direction, ce qui serait une véritable catastrophe si on voulait faire de l'imagerie, justement, par rayon X. Heureusement, il n'en est rien. Donc, le rayonnement va continuer en ligne droite, ce qui veut dire que l'indice de réfraction, quand on est dans le domaine des rayons X, ceci est pratiquement identique à 1. Donc, le rayonnement traverse l'interface sans changer de direction. Donc, regardons maintenant quelle est l'interaction des rayons X avec la matière. Et je vous rappelle en fait que les rayons X ont des énergies allant de quelques keV à quelques centaines de keV. Souvenez-vous du cours précédent, nous avons vu que dans cette gamme-là, il y a deux effets qui interviennent. J'ai d'une part l'effet photoélectrique, qui est proportionnel à Z à la 4e puissance. Et je vous rappelle en fait que nous avons ici un photon qui arrive sur un électron, mais attention, jamais un électron libre, il faut que ce soit un électron attaché à un atome, et en fait, le photon va donner toute son énergie, d'une part pour libérer l'électron, et le reste va être envoyé, va être donné à l'électron comme énergie cinétique. Mais vous n'avez plus de photons à la sortie. Et d'autre part, nous avons l'effet Compton, qui lui est proportionnel à Z, enfin la probabilité de l'effet Compton est proportionnelle à Z, et je vous rappelle qu'ici, vous avez un photon qui arrive sur un électron, qui cette fois-ci peut même être un électron libre. Vous chassez l'électron, donc vous lui donnez une certaine énergie cinétique, mais vous créez un photon secondaire. Souvenez-vous, il y avait un troisième effet qui était la création de paires, mais ici, nous nous limitons à quelques centaines de keV, donc la création de paires
est bien sûr exclu. D'autre part, si on regarde maintenant les constituants du corps humain, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'une part les os, et qu'est-ce que je rencontre, entre autres, il n'y a pas que ça, mais qu'est-ce que je rencontre comme élément dans les os? Du calcium et du phosphore. Le calcium a un Z égal à 20. Le phosphore a un Z égal à 15. Et si je ne suis pas dans un os, ça veut dire que forcément je suis dans les tissus mous. Qu'est-ce que j'ai comme élément dans les tissus mous? C, H, O et N. Regardez le Z le plus grand, c'est l'oxygène. J'ai ici un Z égal à 8. Alors souvenez-vous que si je travaille par exemple par effet photoélectrique, c'est le Z à la 4e puissance qui compte. Ce qui fait que si je compare ici le Z du calcium avec le Z le plus élevé qui est celui de l'oxygène, j'ai ici un facteur 2,5, mais ce sera 2,5 à la 4e puissance. Donc vous voyez en fait que le rayonnement va interagir beaucoup plus avec du calcium qu'avec de l'oxygène. Je vous montre tout de suite un graphique qui vous montre le coefficient d'absorption massique. Malheureusement, je n'ai pas trouvé pour les tissus mous, ni pour les os d'ailleurs, mais ici vous avez dans ce graphique, donc en ordonnée, on sait, je vous rappelle, mu sur O, donc le coefficient d'absorption massique, et vous avez ici en abscisse l'énergie du photon. Donc ici c'est H mu. Alors ici à gauche, on est dans le domaine photoélectrique, et vous voyez que là, il y a une énorme différence dans l'interaction des photons avec du plomb ou avec de l'eau. Si j'avais pris un os, eh bien j'imagine que l'os doit se trouver quelque part ici peut-être. Les tissus mous vont être à peu près comme de l'eau. Donc l'eau ici peut représenter les tissus mous. Tandis que si vous êtes dans le domaine Compton, vous voyez que le domaine Compton ne fait pas la différence entre un Z élevé ou bien de l'eau. Donc c'est déjà une chose, ça veut dire en fait que l'effet Compton ne sert à rien. Et en outre, n'oubliez pas, il nous donne un photon secondaire, ce qui va être véritablement une nuisance. Bien, je reviens à l'écran précédent. Que va-t-il se passer maintenant? Imaginez, je vais prendre le film et devant, je vais mettre comme corps à étudier, imaginons, ce serait le bras ou la partie supérieure de la jambe. Donc, pour faire simple, je prends ici, disons, le bras, et vous avez un os. Donc, vous avez ici l'humérus. Si vous avez pris la jambe, ici, j'ai bien sûr le fémur. Et je vais envoyer maintenant des rayons X. Donc vous avez tout un faisceau de rayons X qui arrive ici de la gauche. Alors que va-t-il se passer? Eh bien vous voyez que si le rayon X passe à côté du bras, et bien sûr il ne rencontre aucun obstacle, donc tous ces photons vont venir sur le film. Attention que le film est ce qu'on appelle en photo un négatif. Ça veut dire en fait que s'il reçoit de la lumière, le film devient noir. Si le film n'a pas reçu de lumière, il reste blanc. Donc ici à l'extérieur, tout ceci va devenir noir. Si maintenant les photons arrivent dans l'os, et pour autant que l'énergie ne soit pas trop grande, imaginons que je prenne une énergie telle que je m'assure à être principalement dans le domaine photoélectrique. Eh bien, ça veut dire en fait que tous ces photons vont subir l'effet photoélectrique dans l'os, et donc en fait l'os va protéger le film. Donc si on est dans l'ombre de l'os, je n'ai pas eu de photons qui sont arrivés ici, parce que tous les photons ont été absorbés
par effet photoélectrique. Donc le film ici reste parfaitement blanc. Tandis que, je ne l'ai pas indiqué, ici c'est noir. Et que se passe-t-il maintenant quand les rayons X rencontrent les tissus mous? Eh bien, il y a trois scénarios possibles. Comme j'ai moins d'interactions par effet photoélectrique parce que le Z est plus faible, hein, je peux très bien avoir des photons qui traversent toute cette structure et qui arrivent sur le film. Ou bien j'ai des photons qui vont subir l'effet photoélectrique. Donc le photon disparaît ici. Il donne lieu, j'aurais pu dire la même chose pour ceci bien sûr, hein. Ceci donne lieu à un électron, mais l'électron qui a reçu une certaine énergie cinétique, comme il est dans la matière, souvenez-vous, l'électron freine et puis il s'arrête. Donc il ne joue plus ici dans le jeu. Mais troisième scénario possible, je peux très bien avoir par exemple de l'effet Compton. Si j'ai de l'effet Compton, je peux avoir un photon secondaire qui part dans cette direction-là, ou bien éventuellement, c'est encore pire. Imaginez, il peut donner un photon secondaire et arriver ici dans l'ombre de l'os. Donc cette partie du film aurait dû rester parfaitement blanche, elle ne le sera pas parce qu'elle a reçu ici donc un photon secondaire. Donc vous voyez que l'effet Compton est véritablement une nuisance. Donc, quand on traverse un tissu mou, on reçoit une partie des photons, mais pas tous. Donc cette partie va paraître ici grise. Et donc on arrive à faire la distinction entre les tissus mous et l'arrière ici de l'os. Donc voilà le principe de base. Donc vous voyez en fait quels sont les critères qui vont guider le choix de l'énergie. L'énergie qu'on va utiliser pour les rayons X ne peut pas être trop basse. En effet, si elle était trop basse, ça veut dire qu'en fait, vous auriez de l'effet photoélectrique partout, même quand les photons arrivent dans les tissus mous. Donc, si tous les photons sont absorbés, ça veut dire que j'aurai aucun photon qui arrive ici derrière le bras, et donc vous ne pouvez pas faire la distinction entre le tissu mou et l'os. Donc il faut impérativement qu'une partie des photons qui ont traversé les tissus mous puissent arriver sur le film pour qu'on puisse faire la distinction entre l'extérieur et l'os. Et d'autre part, il ne faut pas non plus que l'énergie soit trop élevée pour favoriser l'effet photoélectrique et bien sûr défavoriser l'effet Compton. Je vous montre tout de suite justement une illustration de ceci. Voilà ici une photo en rayon X du squelette d'un petit animal. Je crois que c'est un chat, mais je n'en suis pas sûr. Vous voyez trois photos. Ici, on a pris la photo en rayon X avec des rayons X de 20 kF. On voit parfaitement bien ici les vertèbres de l'animal. On fait la photo en rayon X maintenant, mais avec des photons de 200 kF. Avec 200 kF, vous ne voyez déjà pratiquement plus rien. Et si je continue, je multiplie encore par 10 l'énergie des rayons X, je suis à 2 mètres. Là, il est clair, vous ne voyez plus rien du tout. Il est clair que ces deux photos peuvent être envoyées directement à la poubelle. Donc, voilà en fait le choix judicieux qui a été fait pour bien observer le squelette de l'animal.
Alors, première conclusion, les rayons X sont très très bien, ils sont bien adaptés justement pour faire la distinction pour bien voir les os par rapport au tissu mou. Mais si on s'intéressait maintenant purement au tissu mou, par exemple, est-ce que je peux avoir une belle photo en rayon X de l'estomac, rien que de l'estomac? Ce n'est pas possible, hein, parce que l'estomac est environné par le foie, par la rate, par les intestins, par de la graisse. Tout ça, ce sont des tissus mous. Donc, il n'y a aucune manière de distinguer, en fait, ces différents tissus mous. Et là, on utilisera une autre astuce. Donc, dans le cas des tissus mous, on utilisera des produits de contraste. Avec deux grandes familles de produits de contraste, soit une solution iodée, et je vous rappelle que le Z de l'iode est égal à 53, donc c'est encore même beaucoup plus élevé que le calcium, et ceci sera donné aux patients en intraveineuse. Donc ça permettra de bien étudier tout le circuit sanguin. L'autre famille, c'est les solutions barytées. Là, on utilise le barium, et le barium a un Z égal à 56. Et cette fois-ci, on utilise ce genre de solution par voie orale ou par voie anale. Ça, c'est essentiellement pour étudier tout le système digestif. Je vous montre directement deux photos d'utilisation d'une solution barytée. Voilà ici une étude de l'œsophage. Donc vous voyez que si on a ingurgité une solution barytée, eh bien vous voyez le barium ici, hein, dans l'œsophage. Donc j'imagine que si on a fait ça, c'est parce qu'on suspectait une déformation ou un problème quelconque dans l'œsophage. De la même manière, vous avez ici une photo qui montre très très bien l'estomac et les intestins. Bien, les rayons X, malgré tout, ce n'est pas un jeu. Il faut savoir, évidemment, du temps de Röntgen, on ne connaissait pas tous les dangers que représentaient les rayons X. Et à cause de ça, dans les premiers temps, on ne compte pas le nombre de radiologues en fait, qui sont morts de cancer en ayant utilisé des rayons X. En effet, nous avons des photons encore plus énergétiques que les ultraviolets. Donc, ce sont en fait des photons qui sont capables de casser une molécule et donc, entre autres, de créer des radicaux libres. Et ces radicaux libres peuvent être éventuellement source de cancer. Donc, soit les rayons X au début provoquaient des brûlures, parce qu'on mettait des doses beaucoup trop importantes, et même avec des doses plus faibles, si ça n'occasionnait pas de brûlure, il y avait toujours, et il y a toujours le risque de provoquer un cancer. Alors il est clair que pour les professionnels qui, eux, sont tout le temps en contact avec ces rayons X, ils doivent se protéger par un tablier au plomb. Ce n'est pas un tablier en plomb, hein, ce serait impossible à porter. C'est un tablier qui est évidemment tapissé d'une couche de plomb. Et là, on utilise le fait que le plomb a un Z qui est égal à 82. Donc une fine couche de plomb, et ça absorbe par effet photoélectrique énormément de rayons X. Et pour le patient, de toute façon, il faut le moins
de rayons X possibles. C'est la raison pour laquelle, si vous devez passer, par exemple, une radio du thorax, par exemple, pour un entretien d'embauche, eh bien, le médecin, si c'est un bon médecin, vous demandera toujours, est-ce que vous avez passé récemment une radio du thorax? Parce que si c'est le cas, il vous demandera de récupérer cette radio et pas vous faire subir un nouvel examen. Bien, il existe des nouvelles méthodes, entre autres ce qu'on appelle la tomodensitométrie. On parle parfois en abrégé de CT scan ou encore de scanner. De quoi s'agit-il? Eh bien, ça consiste à multiplier les photos. En fait, je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Imaginez, vous avez ici le corps du patient ou un membre du patient, par exemple. Vous avez ici la tête, donc le tube de Coolidge qui se trouve au-dessus, et vous avez le film qui est en dessous. Et en fait, vous allez faire plusieurs photos. Donc, vous en faites une comme ceci, et après ça, vous avez un système de rotation. Donc, la tête ici, le tube de Coolidge peut basculer vers la gauche, et le film, vous le faites basculer vers la droite. Ou de la même manière, après, vous allez le faire basculer vers la droite, et ceci vers la gauche. Ce qui vous donnera en fait plusieurs photos à des angles différents. Par traitement informatique, ceci peut vous fournir des images en 3D. Ça peut lever dans certains cas certaines ambiguïtés, ou donc des images qui sont parfois difficiles à interpréter. Donc on fait des images en 3D et puis toujours par traitement informatique. Après ça, vous pouvez faire des coupes en 2D. Mais vous vous rendez compte qu'en faisant ça, bien sûr, vous multipliez le nombre d'expositions, donc le rayonnement, la dose de rayons X que le patient va recevoir. Donc ceci demande absolument que ce soit justifié. On ne fait pas du scanner pour le plaisir de faire du scanner. Pour vous donner une petite expérience personnelle, il y a 20-30 ans, quand j'effectuais certains mouvements, j'avais des douleurs très très vives dans le ménisque du genou. Donc je suis allé voir le chirurgien orthopédiste qui n'a pas cru au départ que j'avais quelque chose. Mais bon, par acquis de conscience, il m'a envoyé faire des radios. On m'a fait 24 radios du genou par intervalle de 15 degrés. Donc je me suis représenté devant le chirurgien avec mes 24 radios. En regardant ça, il dit, écoutez, d'après moi, vous n'avez rien du tout. Mais bon, comme ça coûte pas cher, on va faire une arthroscopie. Vous savez en quoi ça consiste. On fait un petit trou dans le genou et on enfonce une fibre optique. Et on regarde carrément à l'intérieur. Dès qu'il a fait ça, en 2 secondes, il a dit, mais c'est incroyable. Écoutez, je ne comprends pas qu'avec un ménisque dans un état pareil, vous pouviez encore marcher. Donc vous voyez, on m'avait soumis ici à 24 radios qui ne servaient strictement à rien. Pour quantifier tout ceci, je vous donne un rapport de la FDA, donc la Food and Drug Administration des États-Unis, qui est l'équivalent de notre ministère de la Santé. Eh bien, en fait, la FDA a fait une étude et dit que le scanner, l'introduction du scanner est responsable d'une augmentation de 30 000 cancers par an aux États-Unis. Et est responsable d'une augmentation de 15 000 morts, toujours aux États-Unis, par an. Donc, vous voyez, il faut
faut pas prendre ceci à la légère. Quand on fait du scanner, il faut vraiment que ce soit pleinement justifié. Bien, on a apporté des améliorations au protocole de base tel que je voulais présenter. Je vous présente deux de ces améliorations. L'une, c'est vraiment un moyen de protection, c'est que en sortie du tube de Coolidge, on place des filtres métalliques. Donc des feuilles ou des plaques de métal. Alors pourquoi ceci? Eh bien, en gros, les rayons X, je peux les diviser arbitrairement en deux sortes. Vous entendrez parler des rayons X mous et des rayons X durs. Donc ça veut dire en fait des rayons X de basse énergie et des rayons X de haute énergie. Peu importe où on met la barrière ici entre les deux, ce n'est pas important dans notre discussion, vous verrez ça plus tard. Mais en fait, les rayons X mous, ceux de basse énergie, ne servent strictement à rien. Comme ils sont de très basse énergie, ça veut dire que de toute façon, ils n'arriveront jamais à traverser, par exemple, votre bras. Donc, comme ils ne traversent pas du tout votre bras, qu'ils rentrent dans les tissus mous ou bien dans les os, ça veut dire en fait qu'ils ne servent strictement à rien pour la photo. Oui, mais entre-temps, vous les avez reçus dans le corps. Donc ça veut dire qu'ils sont susceptibles de faire des dégâts, mais ils n'apportent rien au point de vue imagerie. Donc, inutile, mais ils font des dégâts. Et donc, le fait de mettre des filtres métalliques devant ces rayons X mous, comme justement ils sont de basse énergie, ça veut dire qu'ils vont très vite être arrêtés par effet photoélectrique dans ces filtres métalliques. Donc comme ça, vous avez ce qu'on appelle durci le faisceau de rayons X. Vous n'aurez plus à la sortie que des rayons X plus durs qui, eux, sont utiles à l'imagerie. Autre amélioration, souvenez-vous, une grande nuisance dans la radiographie X, c'est l'effet Compton. Aussi, en fait, si vous avez ici donc le faisceau incident qui vient toujours de la gauche, vous avez ici le patient, eh bien, entre le patient et le film, on met des lamelles parallèles au faisceau. Ce qui fait que si vous avez ici, par exemple, un effet Compton qui aurait émis un photon en oblique, et donc c'est un photon qui gêne pour l'imagerie, eh bien, il y a de fortes chances qu'il soit arrêté ici, qu'il soit bloqué par ces lamelles que l'on a disposées dans le faisceau en sortie. Donc, vous n'aurez plus ce photon ici à la sortie. Donc, de cette manière, on minimise les photons secondaires. Il y a encore plein de choses à dire sur cette technologie. Entre autres, parfois les images sont difficiles à interpréter parce qu'il y a un tas d'artifices. Je vous montre juste un des artifices. Voilà, la radio du thorax d'une personne. Vous reconnaissez bien la colonne vertébrale, les côtes, ici les clavicules, et vous voyez ici un os continu de chaque côté. Bien sûr, il n'y a pas d'os, mais c'est blanc comme un os. À quoi est-ce dû ceci? Eh bien, imaginez, je vais prendre une coupe dans ce sens-là, du thorax. En gros, si vous voulez, c'est une cavité vide avec une membrane qui a une certaine épaisseur. Vous avez l'épiderme, puis le derme, puis vous avez un petit peu de muscle, un petit peu de graisse. Mais donc, en gros, vous pouvez dire que cette épaisseur est constante. Maintenant, si vous prenez les rayons X venant d'ici en bas,
Donc, ils vont traverser cette épaisseur-là, et après ça, ils devront encore traverser cette épaisseur-là. Donc, ça va vous donner un certain nombre de rayons X qui vont traverser. D'autres, évidemment, vont être absorbés par effet photoélectrique. Mais regardez ici. Ici, vous attaquez cette membrane par la tangente, ce qui veut dire en fait que ces rayons X vont rencontrer une épaisseur très importante de matériaux. Vous n'attaquez pas dans ce sens-là, vous l'attaquez dans ce sens-là. Et donc, il y a des chances ici qu'il y ait très très peu, si pas zéro photon qui sort. Donc vous avez tellement absorbé ici de photons que ça va paraître blanc comme si c'était un os. Donc c'est blanc, mais ce n'est pas un os, c'est simplement parce que vous avez attaqué la membrane, mais par la tangente. Il existe encore plein d'autres artifices, plein d'effets qui rend la lecture des photos en rayon X plus difficile, mais ceci je laisse pour des cours que vous verrez donc en spécialité.